Le soleil se lève et je quitte le Donativo. Ah, il était vraiment super. C'est une ancienne école qui a été retapée en Donativo pour pèlerins. Vraiment celui-là, excellent, je vous le conseille. Donc là il est tôt, hein, il est à 8h du matin. On a eu le petit déj de proposer, café, tartine, bref, un Donativo tenu par 2 hospitaliers. C'est-à-dire que c'est des gens qui le tiennent vraiment bénévolement. Et c'était vraiment trop bien. Bien dormi. Ils étaient d'une gentillesse incroyable. Et là, après un café tous ensemble, voilà, chacun reprend sa route. Donc moi je me suis un peu avancé. Il y a encore des pèlerins qui sont dans le gîte. D'autres qui sont déjà partis aux aurores. Et voilà, donc je sais toujours pas le nom de la prochaine ville. Je fais toujours le chemin sans carte, sans GPS. Je sais pas le nombre de kilomètres. Si, je crois par contre qu'il y a un peu de grimpe. On va vraiment commencer à monter en altitude. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Mais il y a un truc où on atteint les 1500 mètres d'altitude. Ouais. Bref. Allez. Bienvenue sur ce 54e jour de marche sur le Camino Frances, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous regardez le 54e vlog. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, aujourd'hui je pense qu'il va faire beau, bien que là de bon matin il fait frais et c'est tout givré sur le côté. Bien content de ne pas avoir dormi dehors et d'avoir trouvé un Donativo. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui j'ai la forme. Alors, je viens de voir une carte là, à la sortie du village. La prochaine étape, la prochaine ville conseillée, c'est un truc genre sur 28 km. Et c'est un village, une ville qui s'appelle Astorga, quelque chose comme ça. Donc je verrai si je l'atteins, si je m'arrête avant, si la nuit est tombée, ou alors si je m'arrête après en fonction de ma motivation. En tout cas, c'est l'objectif. Je vous rappelle que même si je fais ça sans carte, j'essaie de me calquer un maximum sur les étapes conseillées. Ce que j'appelle les étapes conseillées, si vous voulez, c'est que dans tous les guides ou les guides Michelin, les bouquins ou sur internet, ils te découpent le chemin par étapes, de village en village. Comme ça, ils te disent à peu près où tu peux t'arrêter, où tu peux dormir, où tu peux acheter à manger. Et globalement, ça tombe toujours sur des 20, 25, 30 km. Et ça permet d'avancer petit à petit et en étant sûr que chaque soir, tu trouves voilà, quelque chose d'ouvert. Donc moi, je me cale toujours sur ces étapes-là parce que déjà, ça me donne un objectif. Ça me donne un objectif. Mais après, l'intérêt de faire un peu en bivouac, c'est aussi que tu peux virevolter, tu peux ralentir si tu as envie, speedrunner si tu as encore plus envie, tout dépend. Moi là je sens que depuis Léon, je sens que je suis dans une optique, j'ai vraiment beaucoup été vite à Léon, jusqu'à Léon. Là je sens que je suis plus dans une optique un peu calme, je marche tranquille, même je sens les vlogs, peut-être moins envie de parler, plus envie de profiter du chemin. Donc sûrement que ça va se répercuter sur leur longueur. En tout cas, attends, fais voir parce que là je vois qu'il y a des buissons. Peut-être envie d'aller poser une pêche moi tant qu'il n'y a pas de pèlerins là et pour une fois qu'il y a des arbustes. J'arrive à un village qui s'appelle Saint-Martin del Camino. Honnêtement j'ai pas beaucoup filmé là en cette matinée parce que c'était vraiment une ligne droite. Une ligne droite, regardez, on la voit là. Ligne droite. Et alors les amis, ouais mais qu'est-ce qu'il fait froid! Et il fait super froid, mais c'est ouf. Franchement, je m'attendais pas à ces températures-là en Espagne. Bon, j'ai l'impression un peu de me répéter à ta vlog à l'eau, je dis un peu toujours les mêmes phrases. Mais bon, à un moment donné, c'est ça, sortir un vlog par jour. Je peux pas toujours avoir des sujets nouveaux, surtout que je vous tiens finalement au courant de comment je vis la chose. Et punaise, mais je vous jure, la fraîcheur, quoi, c'est... Là, j'ai
je suis content d'avoir ce petit kawaii là, c'est un putain de coupe-vent ça. Parce que en fait c'est pas épais, vous voyez, c'est pas un manteau, c'est pas un anorak, ça c'est vraiment juste un petit kawaii noir tout simple, un bout de tissu noir quoi. Et en fait, dès l'instant que je le mets, ça me coupe le vent et ça tient chaud. Et c'est marrant, hein, on s'attendrait pas à ce qu'un mini kawaii comme ça, il m'a pas coûté très cher hein, ce truc là, genre 10 €, tu vois. Qu'un kawaii soit autant efficace. Donc ça déjà je vous le conseille immédiatement, un coupe-vent. Tu vois, mais bientôt même plus qu'un pull ou qu'une doudoune. Bon, prenez aussi un pull et une doudoune en hiver. Mais manière de dire que putain, ça en plus de protéger de la pluie, ça te coupe vraiment du froid qui arrive comme ça. Je suis pas mal regardant, je vous avoue, sur le vlog qui est sorti hier. Le vlog qui est sorti hier, c'est celui où je parle d'Éric Zemmour et de sa candidature au présidentiel. Donc vu que c'est un sujet un peu houleux, c'est toujours délicat quand tu sors ce genre de vidéos sur YouTube. Donc là j'ai été voir un peu les commentaires. C'est délicat, hein. Je vois qu'il y en a qui se vexent, il y en a qui soutiennent. De toute façon la politique, dès l'instant que tu parles politique en famille ou entre amis, ça dérape quoi. Parce que ceux qui sont pas d'accord vont vraiment s'offusquer, et à l'inverse ceux qui sont d'accord vont vraiment le soutenir. C'est à double tranchant. Ta communauté qui t'aime déjà va t'aimer encore plus si elle est d'accord avec toi. En revanche, celle qui n'est pas du même avis va vraiment s'offusquer et devenir agressive. C'est le problème. Après moi je m'en fous, tout ça, ça m'atteint pas spécialement. C'est-à-dire pour moi, en fait, même si là je parlais de politique dans la dernière vidéo, au final tous ces trucs, je vous cache pas que je m'en branle un peu. C'est-à-dire que je pense ce que je dis, mais au final ça reste un jeu, tout ça, ça reste quelque chose qui ne... En fait je m'en fous en fait. En vrai tout ça, c'est un peu du vent quoi. J'en ai parlé parce qu'on m'a posé la question et que je sais que beaucoup me posaient la question. Mais dans la réalité, moi je fais un peu mon petit bout de chemin et ça me sort un peu de... toutes ces querelles là, je m'en branle un peu au final, je vous cache pas. Ça m'empêche pas d'avoir des avis plus ou moins aiguisés sur tel et tel sujet. Mais dans le fond, je pense pas que ce soit le plus important non plus quoi. Pour moi le plus important c'est que c'est le combat de la lumière contre l'ombre et voilà c'est tout. Et il faut travailler, il faut œuvrer pour la lumière. Voilà pour moi le plus important. De toute façon les amis là, vu que les décors sont toujours affreux, c'est des lignes droites à côté de camions, c'est gonflant hein, aujourd'hui hein, enfin pas aujourd'hui, l'Espagne c'est gonflant hein. Putain le Camino français, il y en a beaucoup qui me disent attends la suite, oui non mais si c'est beau que quand t'es à la fin, excuse-moi mais 80% du chemin. En plus quand on dit, il y a une phrase qui dit l'important n'est pas l'objectif mais le chemin. Oui mais bon là en l'occurrence le chemin c'est de la merde. Il y en a plein qui me disent ouais mais t'aurais dû passer par le Camino del Norte. Je suis pas sûr qu'il soit plus beau parce que j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait le Camino du Nord et c'est plus ou moins kiff bourrico hein. Et le pire c'est qu'en hiver t'as encore plus mauvais temps parce que t'es sujet à une météo maritime. Donc apparemment c'est beaucoup de pluie, beaucoup de tempêtes, c'est encore pire en fait hein. Si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques et en garder une bonne vision comme j'avais en France, c'est de faire toute la partie française à pied et de faire en fait un peu ce que j'ai fait jusqu'à Pampelune à pied. Tu passes les Pyrénées, ouais, jusqu'à Pampelune à pied à peu près, Pamplona là, et après vélo quoi. vélo parce que la meseta c'est dégueulasse quoi. Ah je suis désolé, je peux pas vous la jouer, je peux pas toujours me la jouer spirituelle en mode ouais vous comprenez, c'est la traversée du désert, oui mais c'est dégueulasse, mais c'est pour parce que tu dois te concentrer à l'intérieur. Non à un moment donné c'est dégueulasse. Tu peux même pas méditer ou te concentrer quand t'as des semi-remorques qui passent à côté de toi toutes les 2 minutes. Mais regardez, j'aimerais exagérer mais j'exagère pas. C'est ça depuis 12 jours. C'est insupportable. L'Espagne. Putain, mais. Je sais pas qui a inventé le Camino français là, mais. Oh là là, c'est pas possible. Bon, du coup, vu que le chemin est dégueulasse, je lis pas mal vos commentaires là sur le vlog d'hier. Bon, je m'en doutais, hein, j'ai vexé, il y a pas mal de gens qui sont désabonnés et tout, mais bon, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné,
Moi je déteste être consensuel et être le neutre quoi. Moi j'ai toujours été comme ça, je suis quelqu'un qui m'exprime quoi. Je dis je t'aime quand je suis amoureux et je dis va te faire foutre quand tu m'emmerdes. C'est à un moment donné je suis quelqu'un qui est expressif et j'ai toujours détesté les autistes émotionnels qui ont du mal à s'exprimer ou qui veulent froisser personne, donc qui restent dans des genres de neutralité, de gris, de tiédeur. Moi je suis quelqu'un qui avance, qui prend des décisions. Et ça me saoule en fait, parce que pour moi il y a une forme de lâcheté dans le fait de vouloir jamais s'exprimer ou jamais annoncer la couleur. Donc ben voilà, désolé si je vous ai vexé, mais en final pas désolé, non, cassez-vous, c'est que si vous n'êtes pas du même avis, il y en a plein qui sont pas du même avis mais qui restent quand même, tu vois. Mais ceux qui sont vexés en mode ah je me désabonne, ben casse-toi en fait, parce que je vais pas changer pour toi au final. Je garantis pas la bonne qualité de ce son parce que mes écouteurs sont morts, donc là je pense que j'ai un moins bon son qu'avant. En plus il y a du vent, en plus il y a la nationale ici. Bref, je vais aujourd'hui parler d'un débat, d'un thème du moins, un peu moins virulent que celui d'hier. Comme ça on va faire redescendre un peu les esprits. On va parler de jeux vidéo. Et je vais vous parler du rapport que j'ai avec ces derniers. Les jeux vidéo, pour moi, ont longtemps été une source d'inspiration et d'évasion, quelque chose qui a nourri mon imaginaire. Ayant grandi dans un village, et pas vraiment, même pas dans un village, vraiment isolé en pleine campagne, une petite maison dans la forêt, quand je rentrais de classe, de cours, que ce soit à l'école ou au collège, il est vrai que j'avais pas spécialement de camarades autour de chez moi car je vivais vraiment perdu, isolé. Et donc le jeu vidéo avait cette particularité de pouvoir me détendre en fait, me divertir. Bon, il y a d'autres moyens de distraction, hein. T'as des bouquins, tu peux dessiner, tu peux faire de la vidéo et ça c'est ce que j'ai fait ensuite, je me suis lancé dans l'audiovisuel. Mais le jeu vidéo avait ce truc assez satisfaisant où tu as l'impression de pouvoir contrôler l'histoire. Et moi c'est un peu toujours ce qui m'a plu. D'ailleurs je vous parlais de bouquins, les premiers bouquins que j'ai lus, et j'en ai une collection assez conséquente, ce sont les livres dont vous êtes le héros. C'est des vieux livres où si tu veux tu lis et en fonction de la direction où tu veux amener ton personnage, tu vas à la page 53 si tu veux qu'il rentre dans le marécage, à la page 62 si tu préfères qu'il rentre dans le château, et tu avais une petite feuille à côté de route où tu notais les objets que tu retrouvais, tes points de vie, tu lançais des dés, et ça c'était génial. D'ailleurs, les livres dont vous êtes le héros, j'en ai même écrit un moi-même, j'étais tellement passionné, je crois que je l'ai encore, si je cherche, voilà. Bon, c'était un enfant qui a écrit, hein, donc il y avait des fautes d'orthographe et c'était beaucoup trop, mais ça m'avait motivé. J'avais fait toute une carte du monde, j'avais déjà fait tout un parcours. Et non, mais j'adorais les livres dont vous êtes le héros. Pour moi, c'est vraiment des superbes livres. Donc au début, les jeux vidéo, nous, dans ma famille, on n'en avait pas. On n'avait pas de console vraiment. Et du coup, j'allais souvent chez un copain jouer il avait lui la Nintendo avec Mario Bros. Et ça nous plaisait. Et au final, on a fini dans la famille par en avoir une. Et du coup, on avait eu la première Sega Master System, qui est une des premières consoles. Hein. Et dessus, il y avait un jeu auquel je jouais beaucoup qui s'appelait Outrun, qui est un jeu de bagnole. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aime les décapotables et les Ferrari maintenant. Oui, je suis un gros bof. Et alors et j'aime les blondes aussi. Parce que le concept du jeu est magnifique. Tu as une petite blonde à tes côtés, tu roules un décapotable et il faut que tu conduises bien parce que si tu as un accident, la blonde te quitte. C'est juste ça le jeu. C'est-à-dire si tu conduis comme un gros porc, elle se barre. Et j'adore, c'est le meilleur scénario du monde. Et pourtant, le pire, c'est que je déteste les jeux de voiture, de sport. Pour moi, c'est des jeux où je m'ennuie. Mais celui-là, je dois clairement te dire, après, c'était le seul jeu que j'avais étant gosse. J'adorais tout, quoi, les musiques, le scénario ultra simple, et il y avait cette idée du voyage aussi. Et pourtant c'était mal fait à l'époque, hein. C'était pas très bien réaliste, vous vous en doutez, mais j'étais fan. Et le pire, ce jeu, il m'a tellement marqué que quand la console d'après de la Master System, c'était la Mega Drive est sortie, j'ai racheté Outrun en amélioré, quoi, en version. Alors c'est le même jeu mais en graphisme un peu plus fin. Et ce jeu, moi, il m'a Outrun, je vous jure, c'est pour moi, d'ailleurs c'est ce qui a donné toutes les
le mouvement synthwave, tout le mouvement de musique électro un peu wave, synthé, où tu as souvent des années un peu 70-80, des bagnoles type Kung Fury, tout ça, ça vient de là en fait, hein. C'est tout cet imaginaire-là. Je jouais beaucoup à ce jeu vidéo. Bah, après, j'ai eu les classiques, hein. J'ai eu des Sonic. Mario, j'ai pas trop eu moi. J'ai pas trop été Nintendo, je dois l'avouer, j'étais plutôt Sega. Donc ça a été Sonic, ça a été Altered Beast, ça a été Ghouls and Ghosts, ce genre de vieux jeux. T'avais Mortal Kombat aussi. Mais il y avait toujours à l'époque une volonté de faire un truc à des couilles, quoi. Tu sais, c'est des jeux, c'était souvent à l'époque, c'était soit des jeux au Moyen-Âge, chevaliers avec des épées, soit c'était des jeux dans le futur, tu vois. Et j'aimais bien il y avait une sorte de naïveté en fait où on te proposait de rêver dans les jeux vidéo de l'époque. Et aussi quelque chose qui était à leur avantage, c'est que les graphismes assez cartoonesques, vu qu'ils ne pouvaient pas viser dans du réalisme, faisaient que finalement il n'y avait pas la violence de maintenant. En fait maintenant l'hyper-réalisme d'un jeu vidéo peut être des fois perturbant. Quand tu vois que tu vas faire des headshots et que la tête explose ou que tu vas démembrer des gars, il y a quelque chose d'assez choquant où en fait tu banalises une violence, dans les jeux de guerre par exemple, alors qu'à l'époque si tu veux c'était grossier, tu sentais que quand ils faisaient une gerbe de sang, c'était histoire de dire regardez c'est un peu violent notre jeu mais ça restait mignon finalement. Ça restait mignon et ça reste des pixels de couleur, t'as l'impression que c'était un enfant qui dessinait quoi. Alex Kidd qui était fourni avec la console aussi. Donc en fait pour moi c'était un endroit où j'allais vite m'enfermer, c'est vrai. Mais au début quand je jouais sur Master System et Mega Drive, vu que c'était des jeux souvent assez courts, c'était plus des jeux de partage en fait. C'était des jeux où tu invitais un copain, tu jouais à deux, puis finalement tu en avais assez vite marre et d'un coup tu disais bon viens on va jouer dehors quoi. Tu passais à autre chose en fait. L'histoire était rarement immersive. Tu avais 12 ou 13 plateaux, des stages, des niveaux, et finalement tu terminais le jeu et puis voilà, tu n'avais pas moyen de sauvegarder, tu pouvais pas reprendre ta partie. C'était pas des histoires longues et immersives comme maintenant. Ensuite est arrivée la première PlayStation. Et du coup, donc là, on a commencé à avoir des jeux un peu plus prenants, un peu plus longs. Alors moi, je pense principalement là au Resident Evil et au Final Fantasy. Pour moi, c'est un peu les grosses licences qui m'ont vraiment marqué. Et en fait, là, pour le coup, il y a eu vraiment de ma part, je pense, une sorte d'enfermement. Je devais être à l'adolescence à ce moment-là, où en fait, j'adorais, en journée, je faisais ma vie à l'école comme tout jeune. Et j'adorais le soir me dire putain cool ce soir je rentre chez moi et je joue, il me tarde de découvrir la suite de l'histoire. Et c'était des jeux très chronophages qui prenaient beaucoup de temps. Mais en fait là où ça a été bénéfique pour ma part, c'est qu'au final j'avais un peu rien d'autre à faire. C'est à part mes devoirs. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents assez cool de ce côté-là. Je veux dire moi j'avais la petite console dans ma chambre avec une petite télé cathodique. Et du coup, il n'y a pas eu spécialement d'excès ou d'abus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait que je m'en suis relativement bien sorti, sans tomber trop dans les jeux vidéo, mais en même temps sorti dans mes études, quoi. J'ai pas pour autant abandonné l'école. Il n'y avait pas internet à l'époque, hein. Là, je vous parle de tout ça sans internet, hein. Il y a eu, pour moi, c'était un moment un peu d'évasion. C'est vrai que je m'enfermais dans mon jeu vidéo et j'étais pris par l'histoire. Et du coup, je trouvais ça génial, les jeux vidéo. C'était un peu mon unique objectif, quoi. Dès l'instant que j'avais un billet de 20 francs à l'époque, je mettais de côté, je me disais ah ben là j'aurai le dernier Final Fantasy, là j'aurai le prochain jeu, voilà quoi, ça me faisait un peu rêver. Quand c'était Noël ou les anniversaires, avoir un jeu vidéo en cadeau, pour moi c'était le summum du cadeau, quoi. C'était genre ah c'est génial, parce que je voyais, si vous voulez, ce truc où quand tu rentres de classe, de cours, d'école, il fait nuit dehors parce que c'est l'hiver, t'as fini tes devoirs, t'es là, et en fait c'était le petit moment, le pur plaisir pour moi de jouer après une journée de travail, quoi. C'était ça, globalement c'était ça. Ensuite, les jeux vidéo, en grandissant, ont commencé à m'abandonner. En fait, j'ai commencé à me dire, bah tiens, en fait c'est plus si intéressant que ça. J'ai compris qu'il y a eu un moment où j'ai vu mes amis continuer à s'enfermer dedans, parce qu'il y avait l'arrivée d'internet. Donc là ils commençaient à faire en plus des jeux en ligne. Donc il y avait vraiment quelque chose de chronophage. Tout ce qui était World of Warcraft et tout ça, où je voyais mes potes en fait ne plus sortir du tout.
Et à la fois à cause du jeu vidéo, mais à la fois à cause en plus de la notion d'internet. Et moi à ce moment-là, vu que je n'avais pas internet dans mon foyer, on a eu internet très très tard chez moi, et même un ordinateur, on a eu un ordinateur très très tard. En fait, mon divertissement s'est détaché du jeu vidéo, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est marrant, j'en ai marre d'être passif, d'être toujours là à jouer à une histoire écrite par quelqu'un d'autre. J'ai envie moi aussi de créer mon histoire. Pourquoi je ne créerais pas mon aventure? Et c'est tout simplement ce qui m'a motivé à commencer les vidéos. C'est-à-dire que pendant des années, les jeux vidéo m'ont quand même bien nourri un imaginaire. Ça m'a fait rêver, ça m'a fait voyager. J'ai même compris comment s'écrivait une histoire d'une certaine manière. Parce que les jeux vidéo, c'était un peu toujours la même trame narrative. C'est toujours, tu pars de zéro, t'es le pecno, et puis à la fin, voilà, t'es super fort, tu sauves le monde, quoi. Et j'aimais bien cette idée-là de l'évolution finalement. Et du coup, j'ai commencé à prendre alors une caméra. C'était pas une caméra à l'époque, c'était les premiers appareils photo numériques avec une qualité pas très belle, mais en gros c'était une révolution ouf. Je me rappelle, c'était un Casio. Tu pouvais prendre une photo, et le simple fait de voir ta photo sur l'écran et de pouvoir la supprimer pour en reprendre une autre en illimité, c'était la révolution, quoi. C'est-à-dire, c'était plus une histoire de pellicule où tu as pris ta photo, si elle est ratée, tu vois. Et tu peux pas. Là, le fait de pouvoir voir ta photo et décider si tu veux la reprendre ou pas, c'était incroyable comme avancée. Et pourtant, c'était les premiers appareils numériques, la qualité était pas tip top, hein. C'était digne des premières webcams, très pixelisé, tout ça, mais c'était fou. Et cet appareil Casio, je me rappelle, il avait une option vidéo qui ne prenait pas le son. Elle prenait pas le son, mais tu pouvais filmer. Et en fait, ça a été mon premier outil, quoi. J'ai commencé à faire des films avec ça. Non, en plus, je vous dis des bêtises. Avant ça, j'avais carrément un caméscope. Alors, c'est pas moi qui l'avais, j'avais un copain dans le village qui avait un caméscope. Et j'allais constamment lui prendre. Genre, tu peux dire à tes parents de me prêter son caméscope? Donc, en fait, les parents me prêtaient un caméscope. Un caméscope Hi8, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est avec une grosse cassette sur le côté. Et en fait, voilà. Et là, je faisais jouer mes copains, mes frères. On jouait tous ensemble. On inventait des histoires, on refaisait des scènes de films. Je me rappelle, on avait refait la scène du film Jurassic Park, quand ils sont dans la voiture et qu'il pleut et qu'en fait le T-Rex sort de la clôture après avoir bouffé la chèvre. On avait refait cette scène avec le verre d'eau qui tremble et tout ça. Qu'est-ce qu'on se marrait. Et si vous voulez, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de montage. On faisait du tourné-monté, ce qu'on appelle. C'est-à-dire vraiment, tu allumes ta caméra, tu filmes, tu coupes et le plan d'après, c'est ce que tu filmes, quoi. Donc au final, après, cette cassette que tu sors de la caméra, tu la mets dans un magnétoscope, et quand tu appuyais sur play, tous les plans s'enchaînaient les uns derrière les autres. C'était du tourné-monté. Tu tournais dans le même ordre que ton film était monté. Et qu'est-ce qu'on se marrait, parce que du coup, c'était toujours un moment entre familles où on se retrouvait, on appelait les parents, hey, venez voir ce qu'on a fait aujourd'hui, et on faisait des parodies de films, on disait des conneries, bien sûr, c'était à la fois pipi caca, vulgaire, mais à la fois c'était très ingénieux, parce qu'on trouvait des astuces pour faire des effets spéciaux sans effets spéciaux. Par exemple, je me rappelle, on avait parodié Resident Evil, et ça s'appelait Ketchup Party. parce que vu qu'on n'avait pas de faux sang, on mettait du ketchup partout. Et du coup, Ketchup Party, c'était en gros, c'était une parodie de Resident Evil 1, quoi. Genre des policiers qui arrivent. Messieurs, c'est marrant, c'est des policiers qui ont 12 ans, quoi. c'est des policiers qui arrivent dans un manoir et puis ils découvrent qu'il y a des zombies et tout ça. Et on jouait tout, on jouait à la fois le flic, à la fois le zombie, on se mettait des perruques, du faux sang, machin. Et en fait, des fois, on avait des idées excellentes pour faire des effets spéciaux. C'est ça, je pense, qui a vraiment sollicité l'imaginaire et de réfléchir à, ben merde, comment on pourrait faire, là, faudrait que machin s'envole. Et quand tu es là sans budget à dire, mais comment faire pour qu'il s'envole? Et on devait trouver des solutions pas possibles, on mettait la caméra à l'envers, tu vois, il était par terre, mais on faisait croire qu'en fait c'était le mur. Enfin, on faisait je sais pas comment vous expliquer, mais on devait toujours réfléchir à comment se débrouiller, système D, quoi. Et ça, moi, ça m'a tellement nourri, ça m'a même tellement enrichi, artistiquement parlant. C'était devenu mon divertissement numéro 1, quoi. Quand je rentrais le soir, c'était vite, je vais tourner un film, quoi. Vite, je vais faire une vidéo. Et c'est vrai que je voyais que pendant que mes camarades de classe ou mes amis avaient d'autres préoccupations, donc à l'adolescence, ça commençait à être soit les jeux vidéo pour certains, soit les gonzesses pour les autres. Ils avaient tous leur mobilette, parce que tu sais, dans les villages, tu as toujours un petit MBK, la petite motocross qui apparaît.
moi j'avais rien de tout ça et du coup moi je me suis enfermé dans la vidéo en fait parce que j'étais passionné. Jusqu'à ce qu'enfin dans la famille on ait un premier ordinateur qui m'a permis justement de commencer à faire mes premiers montages. Donc là j'en viens justement au petit appareil Casio que je vous parlais là, le petit appareil numérique qui en fait pour la première fois me permettait de mettre les images sur un ordinateur et du coup de les retrouver et de pouvoir les manipuler. Et ça alors ça a été pour moi magique hein. À partir du moment où tu commences à voir que tu peux rajouter un titre, rajouter une musique, c'était c'était la révolution quoi. En fait je pouvais enfin raconter des histoires. D'ailleurs petit aparté, vu qu'on parle de jeux vidéo, avant de pouvoir commencer à faire du montage numérique, donc sur un ordinateur, et donc commencer j'étais plus obligé de tourner dans l'ordre, je pouvais tourner dans n'importe quel ordre, et après refaire la narration au montage. Quelque chose que je voulais vous parler, qui est une petite anecdote intéressante, c'est que j'avais un jeu vidéo sur ordinateur, quand on a eu cet ordinateur, qui est très connu, qui s'appelle Age of Empire 2, Age of Empire. Et en fait, dans ce jeu, tu avais un éditeur. Donc, Age of Empire, en gros, c'était les petits soldats, puis voilà, tu conquiers. Bref, c'est comme un jeu de société, quoi. Tu te développes et tu vas conquérir les territoires ennemis. Et en fait, tu avais un mode dans ce jeu qui était le mode éditeur de cartes. Tu pouvais créer. Tu partais d'une carte vierge, juste des champs, et tu posais tes arbres, tu posais tes rivières, tu faisais pousser tes montagnes, tu mettais les gentils ici, tu mettais des méchants là. Et en fait après tu pouvais jouer à ton propre niveau. Et ce qui était marrant dans ce truc là, c'est que j'étais tellement dans cette volonté de créer des histoires, parce que comme je vous le dis, mon influence est quand j'étais gamin des jeux vidéo et ensuite de faire des vidéos. Là pour le coup j'avais comme un mini logiciel de montage où je pouvais créer tout un univers avec mes décors, mes montagnes et tout ça. Et je me rappelle, j'avais carrément fait, je m'étais vraiment fait chier à faire tout un scénario compliqué d'un mec qui échoue tout seul sur une île et en gros qui doit s'en sortir, à aller chasser. J'étais déjà survivaliste à l'époque et j'étais rentré dans les paramètres du jeu vidéo. Même actuellement je sais pas si j'arriverai à refaire ça, et j'utilisais ce qu'on appelait des déclencheurs. Alors en fait les déclencheurs c'est par exemple tu dis à ton en fait tu mets des choses invisibles, des objets invisibles pour que quand le personnage, le joueur aille dans cette zone, par exemple tu dis quand il met un pied dans cette zone, voilà ce qui se passe, c'est des déclencheurs tu vois. Et comme ça tu peux créer vraiment une histoire. Donc tu dis là j'aimerais bien que quand le joueur rentre ici, voilà ça déclenche telle réaction en chaîne, par exemple qu'il se fasse attaquer par un sanglier, voilà. Et en fait j'avais vraiment réussi à faire des trucs complexes. Et je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Par exemple avec des potes on avait vu un film français avec Laurent Deutsch qui s'appelle Humain. Et c'est vraiment très mauvais hein. C'est un film de merde. Les mecs ils ont un accident de bagnole, ils tombent dans le fossé, et en fait ils découvrent au fond du fossé qu'il y a des hommes préhistoriques de Néandertal. Et c'est mauvais. C'est un film français, tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et c'était tellement mauvais qu'on s'était fait des soirées nanars autour de ce film là où on se foutait de la gueule du film. En gros on buvait des bières, et ben j'avais ressorti Age of Empire et j'avais fait l'intégralité de ce film en version jeu vidéo sur Age of Empire. L'intégralité quoi. J'avais même réussi à prendre des extraits de voix de Laurent Deutsch et du film pour les foutre j'avais converti ça en wave ou je sais plus quoi, pour les mettre en audio dans le jeu vidéo. Donc ça fait que quand mon personnage arrivait dans certaines zones qui avaient des déclencheurs, t'entendais la voix de Laurent Deutsch. C'était, bref, je m'étais fait chier à faire ce truc. Tout ça pour dire que après donc est arrivé le numérique, j'ai commencé donc à faire mes montages. Un de mes premiers films ça a été un film d'animation, toujours avec ce petit appareil Casio que je vous parle, vu qu'il prenait des photos. J'ai très vite constaté que en fait attendez, il faut que je vérifie si je suis sur la bonne route moi là. Donc je disais en fait, toujours avec ce petit appareil Casio, je m'étais vite rendu compte que finalement quand je prenais des photos, la qualité de l'image était plus jolie que quand je prenais de la vidéo qui était, à l'époque c'était même pas de l'HD, c'était du SD, standard définition, c'était vraiment pixelisé et pas très beau. Et en plus, comme je vous le dis, il prenait pas le son, donc dans tous les cas, ça veut dire qu'il fallait que sur mon logiciel de montage, j'utilisais les premiers Adobe Premiere, hein, les tout premiers. Sur Adobe Premiere, il fallait déjà que je redouble toute la scène. Si on entendait un mec parler, il fallait que je prenne un petit micro et que je refasse la phrase que j'avais dit sur le tournage. Et du coup, un de mes premiers vrais films où j'ai vraiment fait une histoire,
Ça a été un film entièrement fait avec des jouets en fait. On avait fait une maquette, j'avais pris des petits personnages, je sais pas si vous connaissez, ça c'était de la marque Hot Wheels, les bagnoles. Ils avaient sorti une marque à côté qui s'appelait Maniacs. Et en gros c'était inspiré de Mad Max. C'était des bagnoles avec... elles avaient tout un objet devant elles, genre t'en as une qui avait un gros tournevis, un autre un gros marteau, un autre elles avaient une scie, et en gros c'était un jeu assez con. Tu balançais les bagnoles sur celle de ton camarade, et en fait si tu arrivais à appuyer sur un interrupteur qu'il y avait sur le côté de la bagnole, ça éjectait le joueur en fait. Donc c'était un jeu de bagnole en mode des voitures qui se foncent dedans, et du coup ça s'appelait Maniacs. Et du coup j'avais pris ces petits jouets que j'avais et je les avais mis en scène dans une maquette. Et je me rappelle que ça, je l'avais montré à mon... Donc là, à ce moment-là, j'étais déjà au lycée, je crois, j'arrivais au lycée. Je l'avais montré à mon prof d'audiovisuel, parce que j'avais fait un lycée où il y avait l'option cinéma. Et il avait halluciné, en fait. Il avait halluciné que un petit gars sorti de nulle part, qui n'a pas spécialement de formation, ni en logiciel, ni en animation, stop motion, avait fait un court-métrage d'une dizaine de minutes, qu'avec des jouets, image par image, photo par photo. Et je me rappelle, hein, il avait compris que c'était vraiment mon truc. Donc il m'avait félicité, tout ça. Il m'avait beaucoup encouragé en fait. Et c'est con, mais le fait qu'un prof te soutienne, ça fait toute la différence. D'un coup, tu te dis, ah putain, en fait, c'est peut-être trouver ma voie. Et là, comme je vous dis, c'est parce que, en fait, moi, depuis des années, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Moi, en fait, pour moi, c'était pas du travail. Ça me plaisait de faire ça. Ça me plaisait, en fait. Je m'amusais à faire ça. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle que c'était naturel que je pouvais passer des heures et des heures à faire ça, à en oublier de manger, à en oublier de dormir. D'ailleurs, je remercie mes parents, je me rappellerai d'une histoire, d'une anecdote. Un matin, j'étais tellement à fond en train de prendre des photos, je devais prendre le bus pour aller à l'école, et j'avais juste dit à mes parents, écoutez, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, flemme d'aller à l'école, et mes parents qui avaient dit, bah ok, vas-y, amuse-toi quoi. Je remercie mes parents qui ont mis en avant mon côté créatif, et qui est au point de m'en faire rater l'école quoi. Ils m'ont dit bon, on va appeler, on va dire que t'es malade, et genre juste pour que je puisse faire mon petit film d'animation. C'est incroyable d'avoir des parents comme ça. Alors mon rapport aux jeux vidéo, pour terminer sur ce sujet, c'est que du coup la vidéo, la création, l'audiovisuel a pris le dessus. D'un coup je me disais mais je comprends pas tous ces gens qui finalement... Oula, ça a l'air compliqué là, attendez, je me suis perdu. Bon, je sais plus trop ce que j'étais en train de dire, je me suis perdu là, j'ai réussi à retrouver le chemin. À force de parler, je regardais plus les flèches jaunes. J'étais en train de marcher dans des champs, c'était pas du tout le bon caminao. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai vite compris qu'en fait le jeu vidéo était un endroit où finalement je voyais mes camarades s'enfermer sans jamais progresser, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que consommer, ils étaient dans un acte passif. Tandis que moi, quand ils me regardaient, ils m'enviaient, ils disaient mais Céleste, comment tu as toutes ces idées, comment tu fais pour être aussi créatif, ou comment ça se fait que tu arrives à faire 3 vidéos par semaine, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Et la grande différence, c'est parce que moi, je perdais pas mon temps sur les jeux vidéo. Du coup, ça a commencé à déclencher chez moi une sorte de rancœur envers les jeux vidéo, parce que je voyais mes potes procrastiner, et puis avec tout ce qui va avec, souvent il y avait le délire, on fume des joints, on prend du poids, on n'est pas très intéressant. Tu vois, c'était vraiment l'image du geek boutonneux, si vous voulez. Et moi, en fait, j'avais qu'une envie. Pour moi, c'était l'opposition de la vie, ça. T'étais pas dans l'actif, t'étais dans le passif. Et t'étais pas dans la création, t'étais dans la consommation. Et moi, je voulais pas juste être là à perdre mon temps, à finalement perdre du temps. En fait, t'es devant un bout de plastique, un écran. Alors oui, ça te fait voyager quand t'es gamin, quand tu vis à la campagne, quand t'es petit. Mais là, quand j'avais l'âge, quand j'ai commencé à grandir et que j'avais envie de moi proposer des trucs, de plus frissonner devant des histoires, mais faire frissonner par mes histoires, j'ai eu envie d'essayer. Alors, je dis pas que tout était bien. J'ai fait beaucoup de navets. Heureusement qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Ça fait que moi, la plupart de mes films ne se retrouvent pas sur le net. Maintenant, le moindre gogol qui a une webcam ou un téléphone
pense que c'est intéressant ce qu'il fait ou que ce qu'il dit, ça vaut le coup d'être mis sur internet. Et du coup, on a un ramassis de débiles mentaux qui nous présentent leur merde sans nom. Et en fait, non seulement ça les affiche eux, et puis des fois ça fait des bad buzz. Enfin, il y a vraiment, tout n'est pas montrable en fait. Et moi, Dieu merci, internet n'existait pas. Enfin, dans mon foyer en tout cas, on l'avait pas. Et du coup, ça fait que j'ai pu garder une forme d'innocence et de naïveté sans être soumis à du jugement. Où tu vois maintenant à l'inverse sur TikTok, la moindre gamine de 12 ans en larmes parce qu'elle prend mal les critiques quand on lui dit t'as un gros cul quoi. Mais à un moment donné, elle a qu'à pas s'exposer aussi, puis je sais pas ce qui branle les parents. Enfin bref. Comme je disais, pour moi le jeu vidéo est devenu quelque chose d'assez mauvais. Puis même en plus, au fur et à mesure qu'on avançait dans les générations de consoles, PS2, PS3, Xbox, tout ça, je trouvais que les jeux étaient de plus en plus gogol. C'était des God of War, c'était des Call of Duty, c'était toujours des jeux un peu d'abrutis où tu sentais qu'il y avait 2 neurones, il n'y avait pas vraiment de finesse. Ou c'était des FIFA. Donc moi je me suis vraiment contenté à finalement les licences que j'aimais bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup changé depuis, donc je m'accordais le plaisir de jouer aux jeux vidéo quand il y avait un Final Fantasy ou quand il y avait un Resident Evil. Et globalement c'est à peu près tout. En licence principale, si les Zelda aussi, mais vu que j'ai jamais été Nintendo, les Zelda je me les faisais toujours prêter en fait. J'avais toujours un pote qui me prêtait sa console et le Zelda. Donc voilà, j'adore Zelda, hein. Mais bon, après c'est pas original, c'est des grandes licences ce que je vous dis là. Mais c'est un peu moi c'est un peu les trucs qui me rattachaient à mon enfance en fait. C'est-à-dire que je retrouvais cette petite Madeleine de Proust où quand tu te fous dans ton lit ou sur ton canapé, tu prends ta manette et en fait tu es juste content de dire allez là maintenant je m'accorde ce moment divertissement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en grandissant, c'était quelque chose presque que j'assumais pas quoi. Quand après, je sais pas, en classe, quand j'étais déjà dans les années supérieures, en fac et tout ça, quand on me dit ah tu joues un peu aux jeux vidéo, il y avait ce truc de l'image du geek qui était un peu le loser et qui était pas le mec spécialement séducteur. Du coup il y avait le truc non je joue pas aux jeux, presque je le reniais quoi, genre non j'assumais pas quoi, genre bah non les jeux vidéo c'est quand même pour les enfants, enfin il y avait ce truc un peu. Puis après il y a eu toute la mode aussi des GTA qui sont arrivés. Et ça pour le coup moi j'étais vraiment réfractaire quoi, j'ai l'impression d'être un vieux réac quand je dis ça, mais pour moi les GTA c'était vraiment la pire daube des jeux vidéo quoi. Je comprenais pas que ce soit le jeu vidéo le plus vendu au monde. C'est des jeux, c'est toujours, ça part toujours des mêmes thèmes, toujours la mafia, tu vas tuer des gens, des innocents. C'est des jeux de guerre, d'armée, c'est des jeux de belles bagnoles, de réussite sociale. Et en fait tu joues toujours des bad boys, des mecs qui sortent de prison, des taulards. Ça m'a jamais parlé quoi, cet univers un peu Scarface, tout ça. C'était la culture un peu de la médiocrité, du loser, de la délinquance, la culture de l'interdit aussi, genre ça y est c'est un jeu un peu subversif, tu peux écraser les piétons. Et moi en fait c'est à partir de là où je me suis dit en fait les jeux c'est plus pour moi, c'est vraiment des trucs de débiles en fait. Et j'ai toujours le même avis sur ces types de jeux vidéo d'ailleurs. Que moi je préférais garder une sorte d'innocence dans le jeu qui te fait un peu rêver, tu vois. Les Final Fantasy ça t'amène toujours dans des univers pas croyables. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que récemment, je me suis rendu compte de ce conflit que j'avais avec moi-même et les jeux vidéo. Je me suis dit, mais c'est marrant. En fait, Céleste, on dirait que c'est quelque chose qui te plaisait quand tu étais gamin et qu'en grandissant, tu te forces à renier parce que tu l'as associé à des blaireaux qui jouent à GTA ou à des gogoles qui jouent à FIFA ou ce genre de trucs. Et du coup, tu t'en éloignes, mais au fond de toi, tu as toujours un peu cette envie. Je sens que quand des fois il y a des bons jeux type Skyrim pour moi c'est un excellent jeu, je sens que je pourrais y jouer des heures en fait. Et à ce moment-là, depuis quelques temps en fait, j'ai décidé d'arrêter d'être moins, tu vois, d'assumer en fait. C'est comme si c'était un truc que j'avais pas assumé et que là d'un coup je dis en fait si je vais faire mon coming out de jeux vidéo, genre si en fait j'aime bien jouer aux jeux vidéo tout simplement, c'est juste que je suis pas un joueur vidéo qui fait que ça quoi. Et voilà, du coup mon rapport au jeu ça a été un peu en dents de scie comme vous pouvez le comprendre. Mais là ces derniers temps c'est quelque chose où je suis un peu revenu là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout mauvais. J'ai joué à des très bons jeux qui m'ont fait voyager, qui m'ont moi-même inspiré mon imaginaire, ma créativité. Et pour moi à partir d'un moment qu'une œuvre, que ce soit un film, de la musique, un jeu vidéo, un livre, une pièce de théâtre, ce que vous voulez, à partir du moment où une œuvre t'inspire toi-même, te donne envie de faire, c'est que c'est une belle œuvre. Et moi, j'ai ressenti ces sensations avec certaines œuvres vidéoludiques. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, autant l'assumer quoi. Autant l'assumer. Donc maintenant, mon rapport aux jeux vidéo est assez simple. Quand un jeu m'intrigue, je le prends, j'y joue. Et en fait, très vite, si je vois que c'est plus du tout pour moi parce que
je le trouve débile, ce que j'appelle, bah, je le dégage, je me force plus en fait. Et par contre, si il me prend par l'histoire ou si je trouve qu'il propose quelque chose, je vais y jouer. Après, bon, ce qui m'a toujours aussi saoulé, c'est que dans l'univers du jeu vidéo, c'est un univers un peu extrême, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment dire j'aime ou j'aime pas parce que tu te prends à chaque fois la communauté du jeu vidéo. Si tu commences à dire ah GTA c'est de la merde, tu te prends tous les Mongoliens qui sont pro GTA qui viennent dans ta tronche en fait, vu que c'est des gros groupes, c'est des grosses communautés. C'est aussi ça qui pendant longtemps m'a saoulé dans l'univers du jeu vidéo, c'est que tu peux pas vraiment, t'es pas libre quoi. Tu prends un jeu que personne connaît, tu vas dire oh il est pas terrible, tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que les grosses licences, c'est un peu comme Star Wars ou ce genre de film, tu peux rien dire sinon tu te fais attaquer par des gogoles qui n'ont pas de vie. Et là c'est là où j'ai compris que le jeu vidéo est avec quelque chose de mauvais, c'est les gens qui n'ont pas le recul, c'est-à-dire que tu vas leur dire que leur jeu vidéo c'est de la merde. Moi tu me dis ça d'un jeu vidéo, tu vas me dire Resident Evil et Final Fantasy c'est de la grosse merde, je m'en fous en fait. Enfin vraiment ça me fait ni chaud ni froid, je suis oui bah... C'est-à-dire que je m'en fiche vraiment, ça rentre même pas par une oreille, ça rebondit quoi. Alors que j'ai jamais compris ces gens, si tu veux, qui prenaient ça à cœur. Quand tu vas dire putain ce jeu c'est vraiment mauvais, Overwatch et tout ça là. Hein, quoi, mais non, tu peux pas dire ça, il y a un lore complet. Et en fait, là, les gens qui me prennent ça à cœur, pour moi, c'est ça qui est l'enjeu. Et c'est ça que j'appelle le geek. Le geek qui va se mettre des plumes dans le cul et se faire des cosplays en carton et en plastique, qui après va aller au TGS. La nana qui est obèse toute l'année et qui d'un coup décide de mettre des leggings et s'habiller en bombe le jour de la Japan Expo, parce que ça y est, elle peut assumer sa féminité, donc elle met des jupes rose fluo et genre pour ressembler à son animé japonais préféré. Si tu veux, je trouve ça malsain en fait. Parce que tu as envie de dire à la gonzelle, mais si tu as envie de t'habiller en pute, habille-toi en pute toute l'année, attends pas la Japan Expo, attends pas le Toulouse Game Show quoi. Et ça, c'est toujours pareil pour les mecs quoi. Les mecs, si tu veux, qui sont boutonneux, qui manquent cruellement de charisme toute l'année et qui d'un coup s'identifient à leur personnage principal. Alors ils mettent une épée dans le dos, ils s'habillent en chevalier et d'un coup ils ont l'impression d'avoir du charisme en fait. Et ça, je trouve ça triste parce qu'on va me dire mais mec, t'as pas besoin d'un putain de jeu japonais pour trouver ton identité. Autant tu peux t'en inspirer, ça peut te motiver, mais que ça devienne pas ton unique référence. Et c'est en ça que j'ai trouvé le jeu vidéo pendant longtemps quelque chose de très mauvais. Les gens qui n'avaient pas le recul sur ça. Puis après, il y a plein d'autres trucs, mais bon, on va pas rentrer dans ces thèmes-là. Par exemple, j'ai toujours trouvé que les jeux qui n'avaient pas de race en fait, par exemple les Assassin's Creed pour moi c'est des jeux de merde. Parce que si tu veux, autant c'est des jeux historiques qui pourraient être intéressants. Je veux dire, tu as envie de jouer un pirate, tu as envie de jouer un révolutionnaire, tu as envie de jouer un templier. Mais tout le côté futuriste derrière, le côté Oculus Rift sur les yeux, on te fait des hologrammes qui te parlent et ça, c'est tellement de la merde en fait, c'est ce mélange. Pour moi, et ça c'est, tu vois, c'est comme dans les jeux vidéo, je sais pas comment il s'appelle ce jeu, Fortnite. Fortnite pour moi, c'est l'exemple même d'un jeu qui fait mal à la tête quoi. T'as des bananes, t'as des mecs qui sont déguisés en dinosaures, d'autres en Jedi, qui affrontent des mecs déguisés en ninja. En fait il y a tout, ils ont tout foutu, ils ont mélangé tout. Et ça moi je trouve que c'est vachement mauvais, ça fait mal à la tête. Bon bref. Voilà mon rapport aux jeux vidéo, du coup, je sais pas si j'ai été clair, je sais pas si c'était intéressant tout ça. En tout cas j'ai énormément parlé, donc je pense que ça sera l'unique sujet de ce vlog. Bon, cette matinée j'ai pas mal avancé, là il est même pas 11h30 encore. Je pense que je suis à la moitié des 30 km que je devais faire. J'arrondis, hein, on va dire 30, donc là j'ai dû en faire à peu près 15 de bon matin. Ça va. J'ai un peu moins de douleur dans mes jambes ces derniers temps. Je pense que mon corps, au bout de 12 jours, finit par s'habituer un peu à ce que je lui impose. Au hospital des Orbigo. Voici mon arrivée ici. Donc je vais voir ce que je trouve ici. Peut-être comme d'habitude, le petit café, la petite pause du midi. Je suis pas très faim, je sais pas si j'ai envie de manger. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai à manger. En fait, je suis en train de calculer. Si. Il me reste toujours du lyophilisé, hein, mais je le garde pour le soir et quand je dors dehors. Donc, ouais, peut-être me prendre un petit café quelque part et puis commencer le montage du vlog que vous visionnez. Parce que, mine de rien, là, je viens de faire une tirade sur les jeux vidéo. Putain, ça va être un enfer à monter tout ça. En fait, quand je parle beaucoup, je me déteste parce qu'après, quand je monte, je suis là genre, ah, l'enfer.
Donc ouais, si le montage est foireux, m'en voulez pas, il y a moyen que je fasse juste glisser la piste sur le logiciel et juste que je laisse brut de décoffrage quoi. À un moment donné, merde quoi. Bref, en tout cas ça fait plaisir parce qu'il y en a pas mal qui m'ont écrit, qui m'ont dit, rappelez-vous, hein, je lis tous vos commentaires, il y en a pas mal qui m'ont dit mais Céleste, moi quand j'essaye de faire une vidéo par semaine, chez moi tranquille, j'y arrive pas. Toi t'en fais une par jour tout en randonnant, je sais pas comment tu fais. Merci de reconnaître que c'est compliqué. J'ai pas besoin qu'on me dise ah t'es trop beau, t'es trop fort, hein, Non non, c'est bon, mais juste que des fois vous soulignez le fait que bah, c'est une sacrée épreuve et performance. Ça fait plaisir parce que moi je suis en train je m'en rends compte seulement maintenant. Non, je m'en étais rendu compte sur le sentier Qatar. Je suis en train de me rendre compte que je crois que c'est ce qui m'épuise bientôt plus que la rando elle-même. Bon, en vrai, c'est les deux combinés. Hein. Mais de filmer, de monter, tout en faisant la rando, c'est violent. Hein. Ça me fait plaisir quand même. J'aime, je le ferai pas sinon. Et je pense que ça vous plaît aussi. Certains m'ont écrit, mais pourquoi tu n'arrêterais pas de filmer et que tu profiterais du chemin? J'ai déjà répondu 10 000 fois à cette question. Hein. Je profite du chemin, rassurez-vous, parce que vous voyez seulement les moments où je parle. Mais ça, c'est 10% de ma journée au final. C'est 10% de ma journée où je sors la caméra et que je parle. Les 90% du reste du temps, je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin tout seul ou avec d'autres pèlerins. Vous ne voyez pas tout en fait. Encore une fois, je le rappelle, hein, ce que vous voyez n'est pas le reflet de la réalité. Bref, c'est un peu bateau de dire ça, mais putain, c'est dingue hein, de devoir rappeler ce genre de truc. C'est comme il y en a, bientôt ils vont dire « Ah, tu dors jamais parce que je me filme pas dormir, quoi. » Voilà, un joli petit pont. Voilà une arrivée sur un village bien sympathique. Ouais. Quand même pas compliqué, bordel. Bon les amis, voilà ma destination Astorga. C'est compliqué aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de routes, beaucoup de camions. Et il fait frais, il fait très frais. Donc là depuis tout à l'heure j'avance. Et je me suis avancé sur le montage du vlog que vous visionnez. Je vous tiens au courant, mais bon, j'ai pas plus à filmer pour l'instant. Hein. Je profite d'avoir trouvé un petit banc pour faire une petite pause au soleil. Aujourd'hui, c'est une trentaine de bornes à faire. Et là, je commence à fatiguer. Je pense parce que je me suis levé tôt. Je suis levé tôt et je m'accorde assez peu de pauses. Puis ça me fatigue les paysages. Les bagnoles qui passent là, j'ai la tête comme ça avec les camions. Mais bon là ça commence à monter, on s'approche petit à petit d'un environnement plus vallonné. On commence à prendre de l'altitude. Je sais pas combien de bornes il me reste jusqu'à ce que je me suis fixé aujourd'hui, Astorga. Mais j'ai pas mal avancé là je pense. Là il est tôt, hein. Il est à peine 13h au moment où je dis ça. Donc je pense que j'arriverai sur le coup des 14-15 heures. Et en fonction de. Ça veut dire que j'aurais fait 30 bornes une fois là-bas. Donc je pense pas en faire plus. J'essaierai de voir si je trouve un donativo, un gîte, s'il y a une chapelle d'ouverte, je vous tiens au courant bien sûr. Alors les amis, regardez-moi. Au loin, je vois la ville, l'objectif de ma journée qui s'appelle Astorga, quelque chose comme ça. Sauf que je vous explique le deal. Vous voyez, on voit la ville là-bas. Ça commence à être de plus en plus vallonné. Il était temps. Par là-bas, nous voyons même des montagnes enneigées. Et en fait, regardez ce que je compte faire. En fait, là, je suis dans une plaine et je viens de passer par de la forêt. Et je crois, tout simplement, que je vais arrêter ma marche ici. Je vais m'installer, je vais aller dans la forêt, je vais retourner dans les arbres là-bas. Je vais pas m'avancer dans la ville, je vais pas y aller. Je vais aller dans la forêt, monter le camp pour la nuit et simplement me reposer et terminer ce vlog déjà ici et le monter et le mettre en ligne. Je sens que j'ai besoin de me reposer. Et vu que c'est une forêt, je vais faire du bois, je vais me faire un feu de camp, je vais un peu m'installer comme la dernière fois. Profiter enfin qu'il y a des arbres et un endroit un peu de verdure pour me mettre à l'abri parce que vraiment ça coupe le vent la forêt, donc c'est pas mal. Donc en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que je vais arrêter le vlog ici. Je sais que ça peut vous sembler bizarre, vous qui êtes habitués à
à ce qui est toujours le jour, le matin, la nuit. Mais je fais ce que je veux. J'ai pas spécialement envie de plus filmer, c'est bon, j'ai assez filmé, j'ai ma dose. Donc je vais aller installer mon camp dans la forêt. Et voilà, donc j'arrête le vlog ici et j'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Allez, merci de l'avoir visionné celui-là. Allez, ciao les amis.